Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, c'est Karitom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière puisque je vais faire la visite d'un jardin, le jardin de Samuel. Salut! C'est plein de graines aussi. Peut-être. C'est des fleurs oranges qui ressemblent vraiment à tout point de vue à la sauge ananas. Alors Samuel, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ce qu'on va voir ici? Ici c'est où déjà? Ici c'est en Gâtine Poitevine, donc à quelques encablures de chez Tom, en local, dans les Deux-Sèvres. C'est une petite parcelle assez préservée historiquement de 500 mètres carrés, puisqu'il n'y a jamais personne qui a vraiment vécu sur le lieu avant que je m'y installe. Il y avait déjà pas mal de belles petites choses ici que j'ai ou développées ou multipliées parfois, et puis j'ai commencé à installer aussi quelques plantes dans une zone qui, bien que plein sud, est quand même pas mal à l'ombre. Une bonne partie de l'été et voilà, et l'hiver aussi. Il y a une zone qui est protégée par le mur des voisins qui fait une bonne zone d'ombre. C'est un peu mon premier terrain de jeu où j'ai vraiment pu commencer à poser des plantes et faire un début d'aménagement sur des bases permacoles, en sachant qu'ici, ce que je faisais ici, en tout cas, voilà, ça ne bougerait pas puisque je suis à la maison. Je joue à domicile. Ok, voilà. Génial. Alors Samuel, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est ça? Les fruits oranges de la passiflore, qui est une plante avec une fleur absolument remarquable. On en a peut-être une quelque part quand même qui reste. Hein. Je crois qu'il y en a une. J'en ai vu une. Waouh, d'accord. Donc là, ce qu'on peut manger, ça va être la pulpe. Ouais, qui est pleine de graines aussi. Hein. Vraiment meilleur quand il y a eu une super saison. Très chaude. Ceci dit, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal, mais ça peut être plus sucré. On voit quand même le parallèle avec le fruit de la passion qu'on trouve chez les primeurs exotiques. Elle a été installée un peu contrairement à ses habitudes dans une zone pas mal ombragée. Et même cette partie-là, ici, on va dire qu'on est plein ouest. On est loin d'être plein sud et en fait, elle se développe quand même très bien là, depuis cette année. En tout cas, elle a mis un peu longtemps à démarrer, mais là, elle est partie. Elle est en train de... Ouais, là, elle monte... Elle monte surtout, là, elle est sur la glycine. Elle arrive dans le noisetier juste de l'autre côté. Là, on voit un fruit d'ailleurs qui pend là-bas. Ah oui. Ça grimpe partout. Et là, ça fait seulement, du coup, quoi, 2-3 ans? Ça fait, on va dire 2 ans, je pense. 2 ans et demi. J'ai dû l'installer en plein hiver, hein, je pense. Donc, ça va faire 2 ans et demi. C'est fou, ouais, à quel point ça a poussé. Après, tu l'avais eu en godet depuis... ouais, je l'avais gardé en godet un peu longtemps parce que je ne savais pas encore où la mettre. C'était parti d'un semis. Donc là, quand on arrive, dès le début, on voit cette grosse touffe. Alors, Samuel, raconte-nous un peu l'histoire de cette plante. Qu'est-ce que c'est? Comment elle est arrivée là?
Quand je suis arrivé ici, je ne me suis pas rendu compte tout de suite de ce qu'il y avait dans le jardin, même si j'avais repéré l'ail des ours dont on parlera un peu plus loin tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a une bonne partie de ce jardin qui était tondu pour l'entretien, comme ça se fait avant une vente. Je suis parti un peu du principe et d'avoir envie d'avoir la curiosité de connaître vraiment ce qui allait pousser à l'état sauvage avant d'y installer quoi que ce soit, et aussi de savoir ce que j'allais peut-être sacrifier sans savoir exactement ce que c'était. J'ai tout laissé pousser. En fait, il n'y a jamais eu un passage de tondeuse ici depuis que je suis arrivé. Voilà. Donc la mélisse, elle était présente, elle était simplement tendue. Le beau bouquet que j'ai repéré et qui restera ici, puisque ceux-là sont amenés à être plantés ailleurs, certainement dans l'hiver, c'est le bouquet qu'on a un peu plus loin là-bas. On verra peut-être en passant tout à l'heure. Elle est très productive, il faut dire que c'est déjà un plant qui a au moins 2 ou 3 ans de vie. Hein. Donc c'est pas la première année qui donne autant, évidemment. Ouais. Et c'est une plante magnifique, hein, d'abord parce qu'elle est très productive, elle est comestible en salade, très très bonne en infusion. Bonne plante pour accompagner les fins de soirée et avant d'aller se coucher, puisqu'elle c'est plutôt une plante calmante, apaisante du soir. Je ne sais pas si le gros bouquet qu'on peut mettre à l'entrée de la maison éloigne vraiment les moustiques, parce qu'il y a quand même vraiment, quand on la froisse, une odeur de citronnelle. Hein. Je pense pas que ça les attire en tout cas. Elle participe à la famille des labiers dont font partie beaucoup de plantes aromatiques d'ici, hein, les thym, les sauges, les menthes, etc. Et voilà, il y a des gens qui considèrent que cette plante est envahissante. On pourra en débattre à un moment donné, mais moi j'ai banni ce mot du lexique. Du lexique en rapport avec le végétal, parce que je trouve que c'est deux choses qui vont pas ensemble, et puis que la personne envahissante en général sur cette planète, jusqu'à preuve du contraire, c'est surtout nous autres les humains plus que les végétaux. Ce que j'ai appris ensuite en enquêtant un peu sur le biotope naturel du noyer, c'est qu'elle est complètement nécessaire à l'équilibre pour venir contrer, faire une sorte de barrière, et il y a plusieurs barrières contre la juglone, qui est donc la substance sécrétée par le juglans régal, le noyer qu'on a juste derrière. Et il faut absolument des labiers, et parmi les labiers, plutôt des adoucissantes, c'est-à-dire ce serait plutôt des mélisses et je pense des sauges, que de l'amande par exemple. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc la mélisse est totalement dans le biotope du noyer. Et comme on peut constater, il y a une partie qui a été un petit peu froissée par le poulailler, où évidemment là, à fin du mois d'août, début septembre même, il n'y a plus grand chose qui pousse parce que les poules ont fait le ménage. Et en parlant d'ailleurs de noyer et de biotope, il y a la vigne là qu'on va voir un petit peu plus loin. Yes. D'ailleurs c'est marrant, c'est la vigne dont j'ai fait la vidéo la semaine dernière, la vigne Baco. Et les vignes en fait font partie du biotope et de ces végétaux qui sont très adaptés à pousser avec le noyer. Celle-ci c'est une glycine chinoise. Ouais, c'est une fleur comestible aussi. Hein. Ah bon, on en parle alors. Alors on en parle. Ah, on en parle. Ah bah oui, elle est super belle, d'autant plus qu'elle est super belle. Ouais. La glycine, elle est très présente dans ce jardin. Elle était présente évidemment quand je suis arrivé. Il est pas mal. Hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est le tronc de la glycine. Ouais, complet. Complet. Donc il n'est pas loin d'être aussi large que l'autre. Hein. Je pensais pas qu'il était devenu si puissant. C'est immense. Mais voilà. Ça, c'en est une partie. Hein. Voilà. Et donc, raconte-nous un peu l'histoire de cette glycine, sa variété, les caractéristiques. Ouais, cette glycine, je me demande entre celle-ci et celle qu'on trouve à l'autre angle là-bas, si c'est pas parmi les plus vieilles plantes du terrain. Parce que le noyer ayant été planté au milieu des années 40, la glycine, je pense qu'elle est largement aussi vieille. C'est une glycine chinoise, je ne saurais pas donner son nom en latin, mais les fleurs sont complètement comestibles et même bonnes. Ah oui. On peut en faire des beignets et c'est quand même très très chouette. Les beignets pour le goûter. Il y a 2 floraisons. Il y a une floraison qui arrive plutôt assez tôt dans le printemps, je ne saurais pas dire précisément, mais en général c'est sur le coup du mois d'avril-mai.
Et en général, il y a une seconde floraison moins puissante qui arrive sur les coups du mois de juillet. Voilà. Ok, donc pendant 2-3 mois, on peut avoir consommer les fleurs de glycine. De cette glycine faut se dépêcher un peu parce que en fait, c'est une fleur qui supporte pas trop la pluie. Et ça se peut qu'il y en ait quand même à cette période-là, en début de saison. Donc on a plutôt 3 semaines, 1 mois pour la consommer. Moi j'en mets surtout beaucoup dans les salades. Je trouve que c'est vraiment régalant dans les salades, c'est super. Et en cru direct. Et c'est joli, en cru direct. Ouais. En cru direct. Okay. Ouais. Et puis après, des fois j'en reprofite un petit peu en juillet, mais là c'est un peu rapide et il y a beaucoup moins de fleurs. Et c'est donc une plante qui est fixatrice d'azote. Voilà, oui. qui capte l'azote atmosphérique là, pour la redistribuer au sol et aux autres végétaux. Moi j'ai le sentiment d'être dans une zone où j'ai quand même un surplus d'azote qui commence à être un petit peu marqué. La biomasse feuille est vraiment forte. Il y a de l'oseille qui produit, l'oseille est une plante très productive par nature, mais celle-ci elle produit vraiment à balle tout le temps. Ouais. Tout ce qui se passe ici au niveau de la feuille, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il s'agit de récolter des fruits, sur les quelques tentatives que j'ai fait ici, ça me paraît pas génial. Mais bon. Tu avais le kénopode là qui est en train de grainer. C'est une belle bête, mine de rien, parce qu'on le voit partir de là, on voit que en fait c'est le même pied qui part dans tous les côtés là. Ah oui, donc là c'est vraiment. Ah oui, il est immense là le kénopode. Ah oui. Et donc, quel est l'intérêt du kénopode ? Super plante comestible, très délicate, comme un épinard, mais encore plus fin. Il en faut pas mal pour se faire une poêlée, parce que c'est comme l'épinard, ça réduit, sauf que là, les feuilles sont quand même à peu près 15 fois plus petites qu'une feuille d'épinard. Les tiges aussi, quand elles sont jeunes, elles sont très bonnes coupées en petits morceaux, cuites un peu plus longtemps. Le haut de la saison, ça doit être au mois de... Ici, ça doit être au mois de mai, je pense. C'est vraiment super. Et puis là, j'ai décidé de laisser grainer au maximum pour que ça reparte tout seul l'année prochaine. Ouais. Donc ça, c'est des kénopodes, c'est une plante qui est venue là spontanément. Alors non, pas spontanément. Là, elle arrive via le fumier de poney des copains du Poney Club d'à côté. Ah d'accord. Voilà. Donc systématiquement, quand tu installes, je ne sais pas à quel moment ils mangent la graine mûre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur caca, on retrouve des graines mûres qui se ressèment toutes seules au jardin via les apports de fumier. Ouais. Et j'avais entendu aussi que certaines graines, par exemple les graines de pommes, enfin les pépins de pommes, quand ils passaient dans l'appareil digestif des chevaux ou des ânes, ça débutait en fait ça allait accélérer la germination. Alors je ne sais pas si ça peut être pareil ou si ça peut jouer un rôle pour le kénopode. Mais ouais. Je ne m'étais pas posé la question. Ouais, tu as raison. Bien sûr que quand on veut faciliter la sortie d'un pépin de poire ou de pomme, on peut le passer dans le vinaigre pendant 24 à 48 heures pour c'est l'acidification du tube digestif qui va lever la dormance, même, je crois carrément. Je crois que ça aide à lever la dormance. Alors j'aurais pas pensé pour une petite graine toute petite comme ça pour le kénopode, peut-être pas, mais ça se trouve je sais pas, peut-être que ça joue un rôle, je sais pas. C'est fou de voir aussi tout le baco. Ouais. Alors la raison de la conduite, c'est évidemment je trouvais ça chouette d'avoir du raisin dans un arbre. Je pensais pas que ça irait aussi vite jusqu'en haut quand même, parce qu'en fait là on peut aller là-bas, on peut peut-être avancer un tout petit peu là-bas pour voir que la même vigne nous emmène quand même du raisin jusque là en l'espace d'1 an et demi ou 2. Voilà. Donc là on en a plein aussi. Ouais. Donc là il y en a plein. Et donc tout ça c'est le même pied. Alors il y en a, je crois qu'il y a 3 pieds en fait. Ah d'accord. Voilà. Okay. Ouais. L'idée de le conduire comme ça sur le noyer, c'était de l'exposer un peu plus au sud. Parce qu'en fait chaque année il a quand même, vu son exposition, un peu du mal à mûrir. Et s'il peut être mûr un peu plus tôt, voire même être mûr tout court, parce que là il est quand même dans un recoin, les pieds ils sont en pleine humidité,
pendant l'hiver bien sûr, mais aussi pendant l'été des fois. Et avec une exposition qui est pas au top. Et pourtant, il est jamais malade. Et il est là cette année, j'ai cru qu'il allait choper un peu, je pense un oïdium. J'ai vu des trucs apparaître un peu, mais en fait le raisin est plutôt quand même en bonne santé. Il est bon. Il est juste pas tout à fait mûr, mais ça devrait pas tarder. Là, en fait, ici, il y a un côté un peu expérimental de quelque chose que je vais développer, j'espère bientôt, sur une échelle un peu plus grande. Et donc, il y a des choses dont on parle là aujourd'hui qui réussissent. Et puis il y a aussi des choses qui fonctionnent pas, quoi. Et les poules, là il y en a 2, mais j'en ai eu 3 à un moment donné sur un tout petit terrain avec une volonté de culture permacole. C'est pas vraiment compatible. Voilà, ça gratte trop, t'as le dos tourné, elles ont fait 10 mètres, tu les as pas vues venir, elles sont en train de te défoncer un SMIC que t'as fait. Enfin, c'est pas possible. Et d'un autre côté, c'est pas non plus envisageable de les laisser dans le poulailler 365 jours sur 365 quand elles ont plus rien à bouffer à l'intérieur. Donc voilà. Vite fait le grenadier, parce que moi je l'aime trop. Voilà. C'est un des rares arbres que j'ai mis ici parce qu'il y en a déjà beaucoup des arbres. En fait, c'est aussi un terrain qui est pas loin d'être à 60% d'ombre en fait. Donc le grenadier, j'en voulais un, puis je crois même que je vais peut-être même en mettre un deuxième, parce que je suppose que la pollinisation sera quand même un peu meilleure s'il y a une pollinisation croisée. Et donc voilà, petit grenadier qui a été mis pas cet hiver mais l'hiver dernier, donc ça fait 1 an et demi, en pleine forme, tout se passe bien, un petit peu couvert quand même au pied. Je crois que je lui ai mis 1 ou 2 arrosoirs l'été dernier, mais cet été ça n'a pas été la peine du tout. Il y a un début de couverture de sol de sarriette au pied, voilà, qui est en fleurs. Il y a eu quelques pieds de tomates qui n'ont pas donné grand chose, qui ont chopé un peu la maladie, et puis qui sont en train de se rétablir, mais bon, voilà, ce ne sera pas la production de l'année. Il y a un fenouil qui est en graines, là, qui est un peu tordu. Un fenouil qui produit pas de bulbes, hein, c'est le fenouil qui est la vivace qu'on trouve beaucoup dans le sud-est de la France, qui est, je trouve, une plante vachement agréable à mettre dans des salades et qui est assez foisonnante toute l'année, sauf à cette période-là où elle est en graines depuis 1 mois ou 2, où elle monte en graines depuis 1 mois ou 2. Et puis voilà, et puis parce qu'on est le 1er septembre, il y a déjà les cyclamènes là, qui sont en train d'apparaître tranquillement. Je sais pas si tu en as vu, il y en a un peu partout. Donc elles sont là, tu vois, ici, là. Oui. Tu vois là, peut-être là-bas, tu les auras bien là-bas. Il y en a beaucoup chez mes voisins. Oui. Voilà. Ouais, super joli ça. Toutes petites et oui, elles font vraiment un couvre-sol chez mes voisins, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Et elles reviennent d'année en année. Ouais. Ah, ici aussi c'est pareil, ça couvre le sol, j'en enlève, je vais vous montrer ce que ça donne le bulbe de cyclamène, parce que c'est quand même un truc assez original. Alors par contre ça fait typiquement partie des plantes qui non seulement sont pas comestibles mais sont toxiques. Donc là on fait gaffe, si jamais on ouvre le bulbe et qu'il y a... Attends, voilà. Ça c'est un bulbe de cyclamène, ouais. Quoi ouais, et c'est pas parmi les plus gros. Hein. Il a séché et tout, ça peut être 2 fois plus gros. C'est énorme. Et donc il y a les tiges qui sortent de ça? Ouais, directos. Alors ça... Alors je n'imaginais pas du tout. Ah, c'est vraiment, quand je suis tombé sur le premier que j'ai sorti du sol, j'étais surpris aussi de voir que c'était aussi balèze. Ah ouais. Ouais. Et est-ce que tu nous parlerais de cette plante pourpre là? C'est une acquisition toute récente et super tardive parce que c'est plutôt un truc qu'on installe au printemps. Je pense que j'ai l'impression que ça a le même cycle qu'un basilic, c'est une annuelle et ça s'appelle du shiso et c'est une plante qui est super utilisée dans la cuisine asiatique du Vietnam jusqu'en Chine. Elle a aussi des vertus que je ne connais pas encore parce que je viens juste de la trouver et j'espère, là il faut que je l'installe là, dans les jours qui viennent pour essayer de récupérer des graines pour la ressemer l'année prochaine. Et oui, il m'a fait goûter en off, là on a goûté, ça a un goût comme rien d'autre. Assez dur à décrire. C'est dur à décrire, ouais. Ah bah là, la sauge ananas. C'est ça. Ah ouais, vas-y, quelques mots dessus. C'est une plante productive, vite. Je la conseillerais même pour faire, peut-être pas pour faire une haie, mais en tout cas pour faire des remparts.
visuelle un peu à certains endroits parce que elle monte chaque saison, même si ça gèle, elle peut monter assez rapidement à plus d'1 mètre de haut. Ah oui. Là en l'occurrence elle a gelé cette année et elle n'avait pas gelé l'hiver précédent, ce qui fait que l'hiver précédent elle était encore plus haute et elle était déjà en fleurs à cette saison, si je me rappelle bien. Elle ne va pas tarder là vraiment à fleurir, là c'est le moment de éventuellement de faire des boutures parce qu'après il faut, avec les climats qu'on a maintenant, c'est une plante qui va avoir tendance à être en fleurs plus de la moitié de l'année et elle fait des hampes de fleurs rouges qui sont très belles et elle est comestible. Voilà. Ah, les fleurs aussi sont Les comestibles? fleurs sont comestibles aussi complètement. Ah ouais. Ouais. Alors par contre, faut quand même surveiller parce que je suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les sauges ananas. Je crois qu'il y a quand même quelques variétés et je pense qu'il y en a qui sont ou alors elles le sont toutes et elles sont peut-être pas toutes aussi bonnes. Je vérifierai. Voilà. Tu regarderas. Ouais. Et puis il faut pas confondre parce qu'il y en a une aussi qui sont. C'est une plante qui est pas depuis très longtemps en France. Il y en a une qui est orange, qui fait des fleurs oranges, qui ressemble vraiment à tout point de vue à la sauge ananas, mais qui fleurit pas au même moment. Et de la classification, ils ont changé le nom, genre il y a 6 mois ou 1 an. Donc ils aiment bien faire ça, les là botanistes, sur le donc là voilà, faut vérifier. Les classifications, les genres. Faut vérifier. On peut se rapprocher, la voir d'un peu plus près. Ouais. Pour constater aussi à quel point c'est volumineux. Tu me disais en off que tu avais rabattu. Là, ça a été rabattu au mois de février-mars. Hein. Donc, on voit les tiges qui ont été sectionnées, hein, qui ont lignifié. Hein, d'ailleurs, assez vite, ça lignifie en fait. Ah oui, ça lignifie à partir de si ça gèle pas, en fait, au bout d'un an. Quoi. Bon, là, on a un petit chou perpétuel ici qui est pas là depuis longtemps. Je sais pas si c'est le Daubenton. Ah, le fameux Daubenton. Mais je crois que ça y ressemble beaucoup. Et ouais. Hein, oui, je trouve que ça y ressemble. Après, je l'ai pas chez moi, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il est pas très beau parce qu'il s'est fait ramasser la tronche d'abord par les altises, par les pucerons d'abord, par les altises ensuite, et là récemment par la chenille de ce petit papillon blanc là dont j'ai un trou sur le nom, mais qui aime bien les brassicacées. Ok. Oui, il a été un peu mangé, mais en même temps on voit qu'il est... Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai réussi à le sauver parce que franchement c'était pas gagné à un moment donné. Ok. Voilà. On a une plante ici qui est une grande camomille. Pas forcément la plante la plus intéressante, ni au point de vue gustatif, ni au point de vue médicinal. C'est pas la camomille, la matricaire par exemple. Hein. Mais par contre, elle fait une floraison, là, on la voit toute sèche, mais quand elle était entièrement en fleurs, c'était un régal pour les yeux. On en voit quelques-unes encore en fleurs. C'est un régal pour les yeux. Bon, voilà, il y a un peu de bourrache, il y a une petite bergamote qui repart tranquillement. En fait, ça a été la zone de jeu de 5 chatons qui viennent de finir de partir il y a 2 jours. Donc, ils ont mis un beau bazar là-dedans quand même. Il n'y avait plus grand-chose, les semis, les trucs, ça n'a pas été dingue. Il y a encore un fenouil ici. Qui est une des premières plantes que j'ai installées, qui produit bien aussi, c'est vraiment chouette. Alors ça c'est une vivace et j'en profite pour revenir sur le mot de pérenne que tu as utilisé quand on a commencé tout à l'heure. Je ne sais pas si ce sera peut-être que ce sera pas coupé au montage. Ah non, mais vas-y, dis. Et il faut savoir que souvent on parle de plantes vivaces et pérennes et on imagine que la vivace elle dure, je sais pas, 20 ou 30 ans et que peut-être la pérenne elle peut être pérenne à vie quoi. Y a quand même beaucoup de plantes vivaces qui ont un cycle de vie de 7 à 8 ans et il y en a d'autres qui ont des cycles de vie de 15 à 20, mais il y a un moment où la plante quand même elle s'épuise et c'est pas des arbres. Ouais. Voilà. C'est pas, ça vit pas 150 ans. Donc voilà. Pour toi, vivace, c'est moins longtemps que périn. Ouais, c'est ce que j'imagine, mais j'ai pas été vérifié dans le Robert. Je sais pas trop. C'est vrai que pour moi c'était 2 termes similaires. Mais c'est vrai que j'ai pas creusé. Je sais que j'ai dû employer l'un et l'autre pour désigner la même chose. Notamment quand je parlais de la rhubarbe ou de l'oignon rocambole, j'ai pu dire perpétuel et vivace. À mon avis, j'ai dû dire les deux. Je vérifierai comment ce qu'il en est. Une très grosse bouture de romarin là que j'ai installée en fait. Ça c'est une bouture que j'ai installée dans le sol directement l'hiver dernier. Hiver peut-être automne. Et en fait fait au bon moment c'est quand même assez chouette parce qu'on gagne du temps.
Ouais. Elle est jolie là. Ouais, hein. ouais. Elle est grande, J'étais content de savoir que c'était jouable. En fait, le romarin, c'est quand même une plante bien résistante, mais il faut quand même irriguer hein. Un minimum au départ pour que ça conserve bien l'humidité, pour que ça racine. Mais là, c'est sûr qu'elle est prise et depuis un bon moment déjà. Elle a passé l'été Ah bah oui, sans oui. souci. Oui, oui. Oui, elle est belle là. Voilà. Pour un pied d'un an de Ouais. bouture, c'est Ouais, impressionnant. ouais. Bah, la bouture était quasiment, elle était quasiment à ce stade-là. Ok. Ouais, j'avais pris un beau bouquet. Je me suis dit tiens, je tente le coup. Après tout, voilà. Après, ce qui fait la différence par rapport à la, comment on dirait, à la formation, en fait, c'est que la plupart des je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je pense quand même que c'est une labier. Mais la plupart des labiers, en fait, elles ont un principe de division, c'est-à-dire que quand on sectionne, ça divise, en fait. Donc, ici, j'ai dû faire une coupe à un moment donné. Et donc, ça s'est divisé en 3 parties ici. Enfin, ça a formé 3 parties. Et là, j'ai dû refaire une coupe. D'ailleurs, on la voit encore. Et ça se divise en 2 parties. Et c'est ce qui lui donne aussi ce côté. Là, il y a eu une coupe aussi. Ce qui fait qu'il est en train de devenir vraiment bien arbustif, en fait. Et que je pense que ça pourrait faire un beau massif, en fait, comme ça, au bout d'un moment. Et oui. Voilà. C'est pour ça que ça devient de plus en plus touffu. Et, ouais. Si tu le laisses faire tout seul, il pourrait presque faire une tige, quoi. Je veux dire, hein, sur une. Voilà. Ah, intéressant. Et alors ça c'est une Salvia officinalis, hein, très classique. Il y en a plein de différentes en fait, des salvias. Mais celle-ci c'est la plus, on va dire, la plus courante. C'est chouette, c'est des plantes qui ont un beau développement aussi rapide. Hein. Là, je suis parti d'une petite bouture. Il y avait une tige ou deux là-dessus et en 1 an et demi, ça fait vraiment une production. Ah oui, là, très chouette. Ça fait que 1 an et demi. Bah c'est ça. Hein. Toutes les plantes ici, on est sur 1 an et demi, 2 ans. Hein. Voilà. 1 an et demi, 2 ans, et depuis cette année, des fois je booste un petit peu avec de la radicelle de roncier, voilà, qui est un hormone de croissance. Voilà. Ok, alors comment tu fais ça? Et ben, on peut regarder. Pour le faire vraiment bien, l'idée c'est qu'en fait quand j'arrache une ronce, il faut arracher la racine. D'accord. Voilà, donc ça c'est une ronce que j'ai arrachée hier. Il n'y a pas de radicelle, il y a des racines. Mais il n'y a pas de filament. Oui, les radicelles, ça va vraiment être les petits filaments blancs. Ça, c'est une ronce que j'ai arrachée il y a, il y a un peu plus longtemps. Et donc là, on a toutes les petites racines blanches qui, en fait, doivent être séchées et pilonnées ou pilées. Moi, je les passe au pilon, en fait, dans un mortier, là. Et je les dissous dans de la flotte. En parallèle, forcément là il y a un petit stock d'eau, donc j'arrose souvent avec l'eau de pluie de récup qu'il y a dans ce bac de poubelle domestique. Et je sais pas si la flotte se charge elle aussi un petit peu, voilà. Mais en tout cas c'est reconnu, hein, vraiment les petites racines du roncier utilisées bien comme il faut sont en fait on les utilise comme hormones de bouturage. Mais aussi. En fait parce que c'est un hormone de croissance, si j'ai bien compris. Voilà. Donc je pense que ça peut pas être mauvais pour un bon arrosage, pour des plants qui commencent et tout ça, ça peut pas leur faire de mal. Oui. Et puis pour les boutures, ce qu'on va faire, c'est plutôt tremper la bouture dans la poudre, peut-être. Oui, ça, la technique. Ou dans de l'eau de saule. Ou dans de l'eau de saule aussi, bien sûr. Ouais, carrément. L'idée en fait, dans ce petit jardin, c'est d'avoir des plants mères en fait pour faire de la multiplication de plantes aromatiques et médicinales. Ça tombe assez bien parce qu'en fait c'est un jardin qui est exposé plein sud mais qui avec les arbres a beaucoup d'ombre, ce qui fait que la production de légumes ici c'est pas génial. Je me suis essayé à quelques trucs et je continuerai à en faire un petit peu, mais c'est vraiment plus pour le jeu de voir à quel moment je vais y arriver, mais c'est vraiment pas propice. D'autant que moi je suis pas non plus forcément très bon avec j'ai pas la main forcément très verte avec le légume. Et de bosser les plantes d'ombre. Voilà, de bosser les plantes d'ombre, parce que là on est dans une partie qui voit quand même pas mal le soleil, mais la dernière partie qu'on pourrait voir ici, elle est quasiment 100% à l'ombre été comme hiver. Oui. Et pourtant ça pousse quand même magnifiquement bien, quoi. Oui, donc c'est toute la partie là qui va être... ouais, cette petite partie jusqu'au chantier de serre là-bas. Ouais. Ok. Donc là on voit il y a un magnifique figuier. Alors tu as la date de plantation pour le figuier? Je dirais 75 ou 76. D'accord. Ouais, je crois que c'est ça. Donc toi, les anciens propriétaires, tu as la chance, ils avaient noté les dates de plantation, notamment du noyer, du figuier. C'est ça.
Tu m'as dit que c'était une variété assez tardive, donc là avec les gels tardifs qu'il y a eu aussi, ça va peut-être être compliqué d'avoir des figues qui arrivent à maturité cette année, mais... Ouais, c'est une variété qui en général, quand elle arrive bien à maturité, qu'elle est sucrée à bloc, les premières pluies de fin septembre arrivent et elles finissent un peu au sol. On en mange pendant une semaine et la pluie arrive. Ça s'est passé au moins deux automnes comme ça. Et là, cette année, elles ont pris 3 semaines de retard parce que ça a gelé au moment où c'était en train de débourrer de partout. Donc voilà, on verra. Donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment important d'essayer de trouver une variété de figues bien adaptée ou qui correspond. Bon, après, même s'il n'y a aucune année qui se ressemble niveau climat, c'est jamais évident, mais c'est vraiment à penser, les figuiers. Ouais, c'est vraiment... j'aurais été ravi de le multiplier à foison, mais en fait, j'en fais bien quelques multiplications parce que le figuier, ça se multiplie facilement, et puis parce qu'il y a des branches qui partent de partout. Donc ça m'emmerde un peu de les composter, mais c'est pas un figuier c'est pas une variété que je recommande, en tout cas pour ici. Peut-être à emmener dans le sud, peut-être à emmener dans le sud-est, ou pourquoi pas en Espagne. Encore qu'il faudrait voir, parce que celui-ci il est quand même habitué à avoir pas mal d'humidité au pied, donc est-ce qu'il s'habituerait si bien que ça dans une zone plus sèche? Je sais pas. Mais non, il est un peu trop tardif. Ouais. Je miserais sur des variétés un peu plus prime. Ok. Voilà. En même temps, c'est parfait. On passe par les fraisiers. Ouais, si tu veux. Fraisier à l'ombre, ça produit. Ah ouais, grave. T'en as eu là cette année ? J'en ai mangé tous les jours. Alors 3 ou 4, parce que tu as vu, il y en a même pas 1 mètre carré. Oui. Mais en fait, j'en ai eu tout le temps. Il y a 3 variétés, hyper serrées. Puis là, ça revient un petit peu, parce qu'il doit y avoir des remontants dans le lot. Donc, il doit y avoir de la Mara des Bois, de la Charlotte, et puis la 3e variété, je sais plus ce que c'est, je l'avais noté. Mais, voilà. Mais, ouais, fraise à l'ombre. La fraise, c'est une plante de bordure, comme pas mal de fruits des bois. Enfin, des framboises, des cassissiers, je crois, les framboises. Oui, c'est du mi-ombre. Ouais, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Oui, ça va pas résister au plein soleil partout, quoi. C'est clair. Ouais. C'est là qu'on est. Donc là, c'est pas la saison. Tu reviens si tu veux au mois de février-mars l'année prochaine. Avec grand plaisir. pour qu'on parle de l'ail des ours. Mais ouais, c'est intéressant d'installer de l'ail des ours chez soi. Ici, j'ai eu une grande chance, c'est que ça avait été fait certainement il y a une 30aine d'années. Donc en fait, il y en a absolument partout. Là, on marche dessus. Et tout à l'heure, on a sorti quelques bulbes pour regarder. Donc le sol a déjà été un peu... voilà. Ouais, on a déjà gratté le sol tout à l'heure. Voilà Donc, tu m'as donné quelques bulbes et là c'est pour vous montrer. Donc ça c'est les bulbes des ailes des ours. Et on voit que... Et donc là tu en as vraiment des mètres carrés sous le figuier. Ouais, sous le figuier là. Oh là il y en a une. Voilà. Il y en a une à peu près une 30aine de mètres carrés. Comme ça à l'œil. Donc à savoir que ça doit peut-être gagner, ça peut peut-être gagner entre un demi-mètre carré et 1 mètre carré par an, puis après c'est un peu exponentiel, quoi. Puisque ça se multiplie vraisemblablement un peu par le bulbe, mais je crois quand même que la graine y est pour beaucoup. Super plante, ça, vous pouvez aller notamment lire le livre de Bernard aux éditions de Terran sur l'ail des ours, qui est un des rares textes qu'on trouve sur cette plante. Bernard Bertrand, qu'on retrouve, qui est très connu dans le milieu, qui est un pionnier de plein de choses autour du végétal et de la transformation, de l'autonomie et tout ça. Ouais, c'est une plante magique, c'est une plante hyper riche, elle arrive comme par miracle à un moment donné où on commence en général à manquer un peu de légumes au jardin, sur les coups de février-mars. Voilà. Donc, et certainement, comme on disait tout à l'heure avec Tom, pour ceux qui sont portés sur le fruitier, elle fait partie de la famille des Aiacées, donc une super compagne pour installer au pied des fruitiers dans un biotope qui mériterait quasiment une vidéo
Mais à la limite, ce que je te propose, c'est qu'on fait une vidéo sur l'ail des ours à la saison. Parce que moi, je commence à la connaître un peu bien, cette plante. Vu que je l'ai sous les yeux, tu vois, tous les ans pendant presque 6 mois. Il y aura vraiment de quoi montrer. Et puis, voilà, donc ça peut être vraiment chouette parce que c'est vraiment une plante que dans le Var, vous allez quand même avoir du mal à la mettre, les gars, hein, les meufs. Hein. C'est pas la peine de trop rêver. Mais de la Belgique, Bretagne, jusque peut-être au-dessus de Bordeaux. Selon les zones, après les biotopes, on doit pouvoir l'installer. Et même, je pense, dans certaines zones entre Bordeaux et le Pays Basque, il y a peut-être moyen. Mais les zones comme l'Andalousie et le Var, là, ça va pas être possible. C'est quoi? C'est trop sec? Ouais. Là, les températures vont être trop. Ouais. A priori, il n'y a pas de référencement de cette plante dans ces zones-là. Carrément, quoi. Ok, voilà. Bon, comme ça, c'est clair. Voilà. Mais on ne sait pas. Hein, on sait pas. Ouais. Mais alors que l'état sauvage, là, elle est présente dans pas mal de régions, sinon en France, dans les sous-bois. C'est ça. Et donc toi, comment tu la consommes? Raconte-nous un peu, tout à l'heure tu m'as fait goûter quelque chose aussi. Oui, c'est pas compliqué, tout est bon dans l'ail des ours, c'est comme dans le cochon, quoi. Désolé pour les véganes, non, moi non plus je mange pas de porc, mais non, ouais, dans l'ail des ours. Et alors il y a seulement un truc que j'ai pas du tout réussi pour le moment vraiment à bosser, c'est la tige. La tige pour moi, ça, vraiment c'est un truc, ça repart au compost maintenant parce que j'ai essayé un ou deux trucs, mais pas génial. Okay. En revanche, le bulbe, à partir du moment où il n'est pas cueilli en sauvage, parce que vous vous doutez bien que si on va prendre les bulbes en sauvage, à un moment donné, il n'y a plus de population. Donc là, on est dans un jardin cultivé, c'est un peu différent. Je sors quelques bulbes et encore pas beaucoup. On peut consommer la feuille en quantité pendant presque toute la durée de la saison. On peut consommer donc de février, non? Ouais, février, mars, gros moment, mars-avril, et puis ça traîne un peu jusqu'en mai en général, ouais. Ok. Le bouton qu'on a mangé tout à l'heure, le bouton floral. Le bouton là qu'on peut conserver dans le vinaigre, donc c'est c'est bon ça. Ça c'est vachement bon, donc c'est à cueillir juste avant que la fleur elle s'ouvre. Et puis les fleurs aussi, les fleurs, on peut faire plein de choses avec les fleurs. C'est une plante qui aime pas trop être séchée, je crois qu'elle perd même pas mal au séchage. On peut aller voir là les boutons floraux que tu as mis dans les pots pour leur montrer un peu. Vas-y, je rebouche ce petit coin là pour que ça reparte. Voilà. Pour garder les bulbes au frais. Donc là tout à l'heure Samuel il m'a fait goûter une de ces préparations qu'il a faites. Bouton floral, exactement. J'arrive pas. Ok. Donc ouais, à conserver dans le vinaigre, super bon pour l'apéro. Enfin, ça porte un nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un mélange d'eau et de vinaigre. C'est 50% d'eau, 50% de vinaigre. Voilà. L'ail des ours, il purge, il lève en fait dans le corps les métaux lourds qui sont coincés. Et la coriandre, elle aurait la vertu de les déplacer. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça permet de les sortir. Donc c'est souvent un peu, moi j'aime bien utiliser le conditionnel là-dessus parce que mais je pense quand même qu'on doit savoir quelles sont les vertus de la coriandre aujourd'hui et je crois effectivement que ça coïncide quand même apparemment. Et donc c'est vraiment bien de les mélanger. Ok. Du coup l'ail des ours il pousse en sauvage tout seul, il se débrouille tout seul et puis à côté là dans le potager que je fais un peu plus haut j'essaie de cultiver de la coriandre et d'ailleurs là c'est vraiment le moment d'aller la mettre. Donc voilà, un petit truc de la coriandre, toujours semé sous nos latitudes, là on va dire nord de la Loire et au sud de la Loire, je pense avant le 15 septembre et au nord de la Loire peut-être avant le 15 août. Voilà, pour en avoir tout l'hiver et en avoir une belle production au printemps. Okay. Si tu la sèmes au printemps, la coriandre, pour ceux qui ont déjà essayé, vous aurez remarqué qu'elle monte en graines rapidos et que tu n'en profites pas. Tandis que si tu la sèmes, en fait, c'est une plante d'hiver, hein, ça gèle pas. Hein. Après, pour la coriandre, tu vas consommer quoi je suis pas bien sûr. La feuille. La feuille, tout. En fait, la feuille. Il y en a qui n'aiment pas du tout le goût de la feuille et qui supportent la graine. Il y en a qui n'aiment ni l'un ni l'autre, mais sinon c'est la feuille et puis la graine ensuite. Ok. Tiens. Oh là 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 là. Là, t'as carrément un sac de graines de coriandre. Magnifique. Donc ça c'est à peu près 25 en semé très très dense, c'est 25 mètres carrés à peu près de 25 mètres carrés de culture pour 1 kg de graines quasiment. Ok. Ouais. Et ça c'est des graines que tu avais récoltées quand? C'est récolté depuis 15 jours ça. Parce qu'en fait comme il a fait un temps pourri,
tout juin et juillet. J'ai pas osé récolter avant parce que je voulais qu'elle soit... Enfin, je trouvais pas la fenêtre en fait pour aller récolter et le faire tranquillement parce que ça prend quand même à la main comme ça en manuel, ça prend une après-midi. Et encore on était 2. Et voilà, et donc la graine elle est pas très belle pour la consommation là cette année, mais par contre pour faire de la semence sans problème. Et puis voilà, puis c'est ma première expérience là-dessus, mais ça, voilà, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. L'idée c'est quand même de pouvoir avoir de la graine pour justement faire les préparations avec l'ail des ours, etc. Ah oui. On est au pied d'une plante là qui est vraiment assez spectaculaire. Donc est-ce que tu peux, Samuel, nous en dire un peu plus à son sujet? Et c'est un raisin d'Amérique. C'est tout. C'est un raisin d'Amérique, c'est le Phytolacca americana. Il est arrivé tout seul lui, je ne l'ai pas installé du tout. Ah oui. Et je me rappelle que quand j'ai rencontré la perma il y a quelques années, j'avais un ami qui en avait un dans un pot. Et on pensait que c'était pas comestible, et effectivement on peut pas dire que ce soit très comestible, mais ça l'est quand même. Et on va encore reparler du copain Shepard. Non, du copain, putain décidément, on va pas y arriver. Oh là 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 là. Le copain il faut savoir que Crawford. Shepard c'est l'auteur d'un autre bouquin qui est génial qui s'appelle L'agriculture de régénération. Ah, ok. Et qui est une sorte de grand permaculteur américain, plutôt sur grosse échelle. Je crois qu'il travaille sur une quarantaine ou une cinquantaine d'hectares, mais qui a vraiment bien fait avancer le schmilblick. Donc voilà pour l'anecdote. Donc Crawford. Ouais. Et ben dans le bouquin de Crawford, je me rends compte qu'en fait il est référencé le Phytolacca et qu'on peut consommer les jeunes pousses à condition de les blanchir 2 fois. En début de saison, donc au début du printemps, et que après ça devient une plante toxique, mais qui est historiquement utilisée comme plante tinctoriale. On vient de réviser, hein, c'est pas la peine d'essayer de tricher. Et oui, on vient de réviser. On vient de vérifier pour être sûr. Et qui produit une couleur d'un noir-violet. Qui effectivement, quand on voit la couleur des grains, la couleur doit être assez chouette. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Et voilà, les baies, alors au début, quand elles sont pas mûres, c'est vert. Et après, voilà, on imagine bien que ça colore en noir-violet. Et alors, ce qui est assez spectaculaire aussi avec cette plante, c'est sa croissance. Il faut savoir que c'est sa 2e année ici. Et que évidemment elle rentre dans le sol, si on peut dire, à l'hiver. Hein. Donc là, d'ici 2 ou 3 mois, je vais certainement, si elle ne s'est pas affaissée toute seule, avec l'humidité de l'automne, je vais la sectionner, je vais l'habiller pour l'hiver. Et c'est sûr qu'en termes de biomasse sur une saison, on est sur quand même une production à l'ombre qui est quand même importante. Qui est vraiment importante. Donc c'est une plante qui pousse super bien à l'ombre, qui produit de la biomasse pour couvrir le sol. Comme vous avez vu ici aussi, j'en manque un peu de couverture de sol à cette fin de mois d'août. Et en plus de ça, elle a l'air d'être accumulatrice de minéraux. Donc on devrait être super bien pour avoir une couverture de sol non seulement un petit peu importante en volume et apporter des bonnes choses au sol. Voilà. Pleine de graines aussi. Doivent être séchées. Citrouille peut-être. Fleurs oranges qui ressemblent vraiment à tout point de vue à la